Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Ce soir, on va revenir bien sûr en détail sur la victoire de ce week-end contre Bordeaux. On parlera bien sûr de l'apport des dernières recrues, de l'organisation tactique, des choses à améliorer, etc. Et puis on parlera bien sûr aussi du prochain match qui est aussi contre un des anciens pensionnaires de Ligue 1, j'ai nommé Guingamp. Pour profiter de ce bon moment tous ensemble ce soir, je suis accompagné par quelqu'un qui partage avec Léonard de Vinci et Marc Chagall un amour des palettes. Mais lui ne nous présentera pas des palettes de couleurs ce soir, mais bien une palette tactique. Bonsoir Sylvain. toujours des présentations originales. Bonsoir Keun, bonsoir à tous. On essaye. Alors petite victoire. Ouais, petite précision quand même, je croyais que c'était ta palette, mais en fait ce sera votre palette puisque vous allez nous la présenter à deux avec le prochain chroniqueur, le mec le plus sérieux de l'équipe, le mec qui est capable de regarder 2 fois le replay d'une défaite, donc j'ose même pas imaginer combien de fois il a revu le match de samedi. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous, bonsoir Keun. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que quand c'est une victoire, c'est quand même plus facile de regarder le replay que quand c'est une défaite. Tu l'as regardé combien de fois du coup ? Je l'ai regardé une fois hier et une fois ce matin. Il est taré. Il est taré, mais on comprend plus quand c'est une victoire de 0 contre Bordeaux que quand c'est une défaite 0-6 contre Le Havre. Également avec nous, quelqu'un qui n'est décidément pas pote avec les Lyonnais, parce qu'il est supporter stéphanois et il porte le même prénom que le prodige lyonnais Toko Ekambi. Bonsoir Karl. Oui, je vais quitter cette émission et essayer de bande incessamment sous peu. Ça commence à m'énerver toutes les semaines, que ce soit Kevin ou toi. Je me prends une balle perdue. Salut tout le monde, salut le chat. J'ai pas vu le match en direct samedi et bizarrement on a gagné. Je commence sérieusement à me poser des questions. Bah si on est superstitieux, ouais, va falloir peut-être se poser des questions. Je tiens juste à dire que sur le championnat des présentateurs du Synthé Night Club, je suis à 2 victoires cette saison contre 0 victoire pour Kevin. Donc il va falloir espérer que je sois le plus souvent possible à la présentation. Messieurs, dames, on va y aller tout de suite. On va partir sur le débrief du match. C'est parti, jingle. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors, c'est parti, on va parler donc de cette victoire qui a eu lieu samedi, victoire contre Bordeaux 2-0, et on va commencer directement en rentrant dans le vif du sujet. Messieurs, je vais vous demander vos tops et vos flops, et on va commencer par les tops. Qui c'est qui veut commencer ? Qui prend la main ? Bah écoute, je peux commencer, il n'y a pas de souci. Allez. Les tops, au-delà des joueurs, déjà le top du top, c'est pour moi la gestion des temps forts, temps faibles. Pour la simple et bonne raison que quand on a été en difficulté, on a su faire le dos rond et ne pas prendre de but, chose qui était très 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 rare ces dernières saisons. Pour ne pas, vraiment, ces dernières semaines, pour ne pas dire ces dernières saisons. Et la gestion des temps forts, je trouve qu'on est d'une efficacité redoutable quand même depuis le début de saison. Une demi-occasion, ça fait but. Et c'est agréable parce que forcément, ça permet de mettre les choses à l'endroit. Bah mine de rien, Voilà, meilleure après, attaque de Ligue 2. Hein. mine de rien, meilleure défense aussi de Ligue 2. Non, pardon, pire Non. défense. Si seulement. Après, au niveau des tops, moi j'ai bien aimé la relation Crasso-Wadji, mais on en parlera bien évidemment plus tard. Ok. Et, et j'ai bien aimé la première de mon conduit aussi. Malgré un début de match un peu en dedans, il est monté en puissance et je pense qu'il est encore très très loin du niveau physique optimal. Eh ben, je suis content que t'en parles parce qu'effectivement on va en parler de mon conduit qui est pour moi une bonne surprise. J'en attendais pas forcément grand chose et j'ai été satisfait de son premier match. Mon cher Eric, à tes tops. Moi, mes tops, c'est pareil, j'avais mis mon conduit, mais ouais, j'aurai l'occasion d'en reparler après. Wadji, parce que je l'ai trouvé, au-delà du bon match qu'il a fait, je l'ai trouvé intéressant dans sa connexion et dans ses appels avec ses autres ses coéquipiers. Parce que pour un joueur qui est arrivé il y a même pas 2 semaines, je l'ai trouvé vachement entreprenant, vachement intéressant dans sa lecture du jeu, là où les automatismes sont toujours pas... Enfin, c'est difficile d'avoir des automatismes aussi rapidement. Donc ça a été un vrai renfort et je pense qu'il a soulagé par ses appels, par ses déplacements, il a soulagé pas mal de fois ses coéquipiers.
Donc voilà, au-delà de son but. Et j'ai mis Briançon aussi parce que je le trouve beaucoup plus calme, beaucoup plus serein qu'au début de saison. Il est plus sobre, il est plus efficace. Voilà, il continue de se projeter, il continue de faire ce qu'il fait bien, et il a gommé tous ses petits défauts d'agressivité exagérée qu'il avait en tout début de saison. Parce que je pense il est aussi mieux physiquement qu'il l'était au début de saison. Il faut quand même se rappeler qu'il a pas beaucoup joué la saison dernière et comme de nombreux joueurs, il a besoin quand même d'être au top physiquement et les interventions qui faisaient faute et qui faisaient carton jaune en début de saison et qui étaient sujets à de l'excès d'agressivité sont désormais plus propres et forcément ça change le joueur. Ça le fait gagner en qualité, c'est certain. Moi j'ai bien aimé aussi Briançon, je suis d'accord avec toi. Et je Ok, donc rajouterais quand même dans les tops Dreyer. Alors ouais. certes, il n'a pas eu 50 arrêts à faire, mais il a fait celui qu'il fallait. Celui qui, pour moi, change le match et nous permet de l'emporter. Voilà, il a un arrêt à faire, il le fait, et il est pas simple. Il est pas simple. Alors, à mon avis, l'attaquant bordelais le joue pas très bien non plus, mais il n'empêche il a le mérite de faire l'arrêt et de nous aider à gagner ce match. Et de repartir avec un clean sheet. Ne l'oublions pas aussi, en plus de la victoire, il y a aussi le clean sheet qui est pas négligeable avec le mauvais début de saison en défense. Mon cher Karl, j'ai vu que tu avais fait un sondage dans le chat pour essayer de nommer cette victoire et puis savoir un petit peu aussi ce qui revient dans les tops du chat. Oui, bon, pour le chat, c'est une victoire méritée et ça va à l'encontre de ce que disait Michelin côté bordelais après le match. Ça Comme quoi la chambre, c'est mauvaise. bien. Et du coup, côté top, il y a mon conduit incroyable pour Baptiste. Nico Saint-Paul qui nous dit en top, on voit enfin du foot. Wadji, Dreyer, mon conduit en top pour Golorix. Il y a toujours les mêmes noms qui reviennent avec Dreyer. Le cartographe qui nous dit en top la construction sur le but de Wadji, mais je crois qu'on va en reparler. Et pour Crosby, Chambaud, meilleur joueur. Voilà, donc c'est un peu toujours les mêmes noms qui ressortent après ce match. Ok, et ben justement, vous avez tous les deux cité mon conduit dans les tops, et c'est revenu dans le chat aussi. Mon conduit qui a eu 7 par les notes de Saint Inside. Est-ce que pour vous, ça peut être le régulateur du milieu cette saison? Est-ce qu'il a, alors c'est un peu tôt pour le dire peut-être, mais est-ce qu'il a les bases pour avoir sa place de titulaire dans notre milieu de terrain? Bah, moi, j'aurais tendance à dire que déjà, mon conduit, c'est un joueur qui, à mon avis, pouvait faire une pige de plus en Ligue 1. Hein. Parce que bon, il commence à avoir de l'âge, mais il est très loin d'être cramé. 31 Donc c'est ans, vrai hein, que, c'est ça. ouais. Quand on l'a signé, j'étais un petit peu surpris et très content en plus quand on connaît le joueur, quand on l'a un peu suivi. Euh, alors, je dirais pas que ça pourrait être un régulateur parce qu'il n'y a pas de vrai régulateur dans notre milieu. En fait, tous les joueurs, enfin tous nos joueurs au milieu de terrain ont du ballon, ils savent quoi en faire, donc ils sont tous plus ou moins régulateurs à leur manière. Ils ont tous leur rôle, ils sont tous complémentaires entre eux. Euh, là où c'est intéressant, par contre, c'est dans l'expérience qu'il a. Justement, comme le disait Sylvain, dans la gestion des temps forts, temps faibles, c'est là où il peut apporter un plus par rapport à Bouchoirie, par exemple, qui va tout le temps être dans la vivacité Ouais. et qui va courir dans tous les sens. Ouais, il peut apporter un plus d'expérience, il peut apporter un plus de sérénité. Et surtout, moi, j'ai hâte de le voir au top de sa forme parce que hier, j'ai l'impression qu'il a joué en trottinant. Et pour autant, il a fait un très très bon match. Euh, Bah, il a fait Enfin, un match à l'expérience un peu quelque part. Moi ouais, j'ai c'est trouvé ça. serein, ouais. Et même en conférence de presse, je sais qu'il y a certaines personnes qui lui reprochaient même presque d'être trop serein. Oui, enfin le club il va pas bien, soit pas trop optimiste. Mais sur le terrain, Ouais. finalement, j'ai trouvé que ça lui avait vraiment apporté ça avait apporté de la sérénité au milieu, quoi. Bah ouais, bah il a de la bouteille, hein, donc il sait ce que c'est. Il a déjà fait une montée en Ligue 1 avec Amiens. Enfin, c'est loin d'être un joueur anodin. Et là où on peut être content, c'est ouais qu'on ait enfin un vrai joueur d'expérience qui a connu la Ligue 1 et qui va apporter un plus tout au long de la saison, je pense. Sylvain, Ouais, sur il mon va conduit, apporter. quelque chose à rajouter? Bah, je suis entièrement d'accord avec Eric, mais au-delà de tout ça, c'est moi je pense qu'on est encore loin d'avoir vu l'intégralité du potentiel du joueur.
pour la simple et bonne raison qu'il est loin d'être prêt physiquement. Il l'a d'ailleurs dit lui-même en conférence de presse qu'il n'était pas encore prêt physiquement. Voilà, il fait une passe décisive avec un 1-2 avec Chambos qui est quand même de très très bon niveau. Ouais. Techniquement, c'est propre. Et puis deux, trois fois, il a fait des fautes pour casser le rythme et pour annihiler des attaques qui auraient pu être dangereuses à l'expérience. C'est tout ce qu'il nous faut. Voilà, et c'est ce qui fera la différence, par exemple, avec un Louis Mouton qui occupait ce rôle jusque-là. Voilà, il va être capable de faire ces petits coups de vis qui sont nécessaires pour pouvoir gagner des matchs. En termes de Ouais, mon profil, toi, tu conduit, penses que son concurrent direct, du coup, ce serait plus Louis Mouton qu'un Victor Lobry, par exemple? totalement, oui, Ouais. oui. Moi, je pense que ça sera soit Louis Mouton, soit mon conduit dans ce rôle de sentinelle, et puis après, ils vont se bagarrer dans le rôle de titulaire avec Lobry, Bouchouari, même Chambost. Il y aura Mouefek s'il revient à un moment donné aussi. Et, et voilà, quoi, ça va se jouer entre ces garçons-là. En tout cas, pour moi, mon conduit doit jouer devant la défense parce qu'il a cette faculté à pouvoir voir ce qui se passe devant. Et je pense qu'il a aussi un rôle de guideur par rapport à Bouchouari ou par rapport à des joueurs plus jeunes qui sont peut-être un peu plein de bonne volonté, mais qui peuvent s'éparpiller Ouais. quelquefois. Très bien. Sur mon conduit, bon, ils étaient déjà ils le classaient déjà dans les tops. Qu'est-ce qui ressort dans le chat, mon cher Karl? Oui, oui, tout le monde va dans le même sens que Eric et Sylvain. Leïla qui nous dit mon conduit est un métronome, il donnera le tempo. Goloïs qui nous dit mon conduit et l'Aubry en association, ça me plairait beaucoup avec Bouchouari dans la rotation. Tommy, qu'on salue, nous dit mon conduit c'est un peu comme Batless à l'époque. Tommy Mon qui conduit lui sur aussi a de la bouteille, mais pas dans le même sens. Goloïs qui nous dit mon conduit sur coup franc va aider. Et Albert qui nous dit et qu'on salue, mon conduit est monté en puissance tout au long du match, malgré encore des déchets, notamment des passes à l'adversaire. Et enfin Hervé, qu'on salue également, qui nous dit mon conduit va amener de la profondeur. C'est Voilà. vrai que ce que dit Golorix par rapport au tireur de coup franc, bah tiens, allez petits jeux, j'avoue que c'était pas dans le programme, mais pour vous, ce serait qui le tireur de coup franc attitré là, avec l'effectif tel qu'il est, définitif, vu que le mercato est terminé? En fonction de qui Ça est sur le dépend. terrain, bien sûr, hein. Ça dépend déjà de la zone du coup franc. Est-ce que c'est pour un droitier? Est-ce que c'est pour un Ouais. gaucher? Je pense que Chambost aura son mot à dire aussi régulièrement pour tirer le coup de pied arrêté parce qu'il a un sacré pied gauche. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que mon conduit c'est intéressant. C'est pas mal. Mm. Très bien, et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur mon conduit. Vous m'avez cité, et le chat a cité aussi, Dreyer, Mathieu Dreyer dans les cages, qui décidément est arrivé en tant que numéro 2, mais montre plus de sérénité et de stabilité que Green pour l'instant. Est-ce que pour vous, il peut prendre la place de numéro 1 à Green, vu ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé? Pour moi, il doit prendre la place de titulaire à Green parce que Ouais, sans d'ores et remettre déjà? ouais, sans remettre en cause les qualités de Green, il faut aussi qu'il se remette la tête à l'endroit. Alors vous me direz, c'est en enchaînant les matchs qu'il se remettra la tête à l'endroit. Mais on peut pas se permettre d'avoir un gardien qui prend un carton rouge un match sur deux, qui sort dans tous les sens. Green, quand il est sur le terrain, panique. Ça se voit au niveau de son jeu au pied, ça se voit dans ses interventions. On peut pas se permettre d'avoir un gardien qui panique à ce moment-là. Alors peut-être que c'est un peu hâtif de se dire que Dreyer doit prendre la place tout de suite, mais dans l'urgence du moment, et même au-delà de l'urgence, dans un souci de stabilité, enfin, Batless, là, je pense qu'il est plus ou moins enfin, il sera plus ou moins dans l'optique de mettre Dreyer si Green continue ses contre-performances. Ouais. Si ça continue, enfin, si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais Dreyer dès aujourd'hui. Je pense que dans la tête de Batless, Green est encore numéro 1. Mais c'est vrai que s'il refait encore quelques matchs en paniquant comme il le fait, parce que enfin, Green, il a pas non plus un mauvais pied. On le sait que quand il veut bien relancer, il peut bien le faire. On sait qu'il peut bien voir le jeu, tout ça. Mais ouais, je pense que le souci est dans la tête. Et pour un gardien, c'est quand même dommage. C'est sûr. Sylvain, Alors moi, sur Dreyer? je serais moins,
Ouais, je serais moins tranché qu'Eric sur la question, pour la simple et bonne raison que je pense que déjà le prochain match va être important. Pourquoi? Parce que si Dreyer vient à nouveau à faire un clean sheet avec potentiellement l'arrêt qui permet de gagner comme ça a été le cas contre Bordeaux, bien évidemment que la question va se poser, bien évidemment que Laurent Batles va s'interroger par rapport à tout ça. Maintenant, je pense que si il fait d'ores et déjà le choix de sortir Green pour Dreyer, il va finir Green en fait. Et Ouais. après, on pourra compter uniquement sur Dreyer. Alors que jusqu'à maintenant, les choses sont claires. Green est le numéro un, Dreyer est le numéro 2. Ça se passe bien pour Dreyer quand il vient à le suppléer, c'est certain. Par contre, je suis pas hyper emballé par le gardien. Je suis pas sûr que ce soit un top gardien. Non plus, pour le moment ça se passe bien. Moi je me rappelle à un certain moment que Jessie Moulin, quand il faisait ses piges de remplacement, il pouvait être très très bon. Et pour autant, dès qu'on lui a offert la place de numéro un, on s'est vite rendu compte que le costume était trop grand pour lui. Ouais, c'est vrai. Ouais, Maintenant, mais il est certain que remettre Green et être sujet à une énième bévue, les choses vont se faire par obligation au bout d'un moment. Donc c'est sûr. Mais moi, je pense que Green va quand même retrouver sa place lors du prochain match, à moins que Dreyer soit fantastique contre Guingamp et qu'on gagne 1-0 et qui fait 7 ou 8 arrêts de très haut niveau, comme un ouais, ouais, certain Ruffier contre Toulouse il y a quelques années. c'est ce que je disais. Je pense que Batles est dans la même optique que toi. Il y a pas, enfin, il va pas mettre Dreyer direct à la place de Green. Mais le problème, c'est que tu vois, tu dis le costume est peut-être trop grand pour Dreyer. Je me demande s'il est pas trop grand pour Green aussi. Parce que enfin, il n'a que 22 ans, mais quand t'es en Ligue 2, que t'as connu la Ligue 1, et que t'as la confiance de ton coach et que voilà, tout roule dans le bon sens, pourquoi tu paniques de cette manière-là? C'est un peu dommage, d'autant plus qu'il a fait une préparation qui était quand même de très bon niveau. Donc, moi, je me demande si mentalement il est capable d'être titulaire, tu vois. Parce que sur la fin de saison, quand il a commencé en pro, il nous a tous impressionnés. Et après, on s'est rendu compte que bah, sur une saison complète, c'est quand même autre chose. Et il a quand même du mal à tenir le poste. Donc je m'interroge quand même. Mais c'est C'est sûr que certain. Après le fusiller dès la 9e journée, dixième c'est journée ça. de Ligue 2 sur un championnat à 38, ça mérite quand même de s'interroger par rapport à ça. Moi, je pense surtout en fait par rapport à l'aspect psychologique, quoi. Tout à fait, Mais effectivement. dans ta logique, j'entends ce que tu dis et j'entends qu'il n'est pas au niveau, excepté son match contre Dijon, et j'entends que les matchs qu'il a fournis n'étaient pas au niveau espéré. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Effectivement, tu risquerais de perdre Green potentiellement si tu le remettais en cause dès maintenant. On rappelle quand même que pour le prochain match contre Guingamp, ce sera Dreyer dans les cages, puisqu'il reste encore un match de suspension à purger pour Étienne Green. On salue les gens qui nous rejoignent dans le chat. Justement, Karl, qu'est-ce qui se dit sur ce duel Dreyer-Green et quel est le résultat de ton sondage pas du tout impartial? Oui, parce que j'ai complètement oublié une proposition. Parce que la question Après, c'était Dreyer peut-il prendre la place de numéro un et il a oublié de mettre la réponse oui. Donc comment vous du dire? coup, non mais dans le chat, on n'a pas attendu pour donner son avis sur ce Ouais. côté-là. Donc, bon, pour la majorité, on attendrait de voir quand même si Dreyer confirme sa bonne prestation samedi à Guingamp. Pour Golorix, Dreyer est top en numéro 2, sobre, fait pas beaucoup d'erreurs. Green, pour moi, c'est un numéro 3, il n'a jamais rien prouvé au final. Baptiste qui nous dit Dreyer nous a sauvé le match. Albert qui nous dit c'est le meilleur match de Dreyer. Il a désormais un match encore pour la place de titulaire. Nico qui nous dit j'ai une certitude, même si j'ai des doutes sur Dreyer dans la durée. En tout cas, on ne peut pas titulariser Green. Albert qui nous dit encore mais Dreyer doit confirmer. Un bel arrêt, mais la balle est sur lui. Baptiste, pour lui, c'est plutôt différent. Green doit quand même reprendre sa place pour le moment et voir ses prestations. Et enfin, Piazza le Breton qui nous dit il nous faut vraiment un gardien sûr et qui rassure tout le monde. Et pour le moment, Dreyer montre que l'on peut compter sur lui quand on a besoin. Enfin, Magic Power, je termine, qui nous dit il n'a pas non plus été rassurant, mis à part contre Bordeaux, donc il parle de Dreyer, où il fait son match. Il me fait un peu penser à Bernardoni sur certains aspects. Je suis pas sûr que la comparaison lui fasse plaisir actuellement, mais pourquoi pas. Bah il est chauve.
Oui. Non mais non mais attendez, à un moment va falloir qu'on dise les termes. Dreyer, on n'a pas cité ça dans les arguments pour lui, mais il y a aussi qui perpétue la tradition des gardiens chauves à l'AS Saint-Etienne. Ça compte ça ou ça compte pas? Non mais attendez, on a une histoire quand même, on a un historique. Ça compte, ça compte. Non, mais au-delà de tout ça, en fait, ce qu'il faut quand même retenir de Dreyer, c'est qu'il n'est pas très académique. Ouais. Alors, il l'avait prévenu en arrivant en conférence de presse, il a dit qu'il n'était pas là pour être joli, et si on s'attendait à des grandes envolées de sa part, ça allait pas marcher, qu'il était dans l'efficacité. Il n'empêche que, ouais, il est pas très académique, et il est un peu, ouais, des fois, il fait un peu gardien à l'ancienne, mais c'était déjà le cas de Bernardoni, hein, mais je trouve Un qu'il peu fait un gardien de peu hand, ouais. gardien ouais, à l'ancienne, ouais. Mais ça a été efficace, sa petite manchette était pas très académique effectivement, mais elle nous a sauvé potentiellement les 3 points. On va conclure ici pour le sujet de Dreyer. Pour continuer dans les tops, on sait que Batles a tâtonné un petit peu quand même en début de saison, même s'il avait un plan de jeu précis sur la saison. Il a été obligé de repasser par d'autres systèmes parce qu'il n'avait pas encore tous les joueurs qui voulaient, etc. Sur ce match-là, on est repassé en 3-5-2. Est-ce que pour vous, ce passage en 3-5-2, il est réussi? Est-ce qu'il a montré suffisamment ses preuves pour être reconduit de manière pérenne? Vas-y, Sylvain. Alors, déjà, c'était un 3-5-2 hybride, hein. C'était pas Oui, un 3-5-2 figé, tout à qu'on fait. se le dise. C'était un. Moi, je dirais plus, parce que je suis super chiant avec ça, je sais. Je dirais plus que c'est un 3-4-3, parce que Crasso, il a vachement joué décroché, quasiment sur la même liste que Chambost, dans le demi-espace gauche ou dans le demi-espace droit, ça dépendait. Et Wadji a vraiment été le point d'ancrage, enfin l'élément le plus haut et a vraiment joué dans ce rôle d'attaquant, d'autant plus de profondeur. Est-ce que c'est réussi? C'est réussi globalement, oui. Par contre, je pense qu'il y a certains joueurs, notamment sur les trois derrière, qui sont pas encore adaptés, peut-être parce qu'ils doivent se faire à ce système-là. Je pense à Léo Petro, hein, notamment. Ouais. Je trouve qu'il n'a pas été performant. Alors, il n'est pas prêt physiquement, ça se voit, c'est Oui, c'était certain. son Il n'avait premier pas match, tout hein, à on rappelle quand même. Exact. Exact. Il n'a pas été hyper intéressant. Enfin, il a été souvent en retard. Et au-delà de ça, j'ai trouvé aussi que bah, qu'il était discutable sur plein de choix, notamment dans ses relances. C'était souvent vers l'arrière par Dreyer ou vers l'avant, mais c'était toujours pour jouer sur Pintor. Donc c'est vrai que ça m'a un peu dérangé. Et au-delà de ça, sur les trois, je trouve qu'en termes de complémentarité, c'est discutable entre Briançon, Giraudon et Petro. Voilà, j'ai trouvé que le petit Bakayoko avait fait des très bons matchs et que c'est un parfait complément des deux autres parce qu'il a des jambes et il est capable d'aller très vite. Maintenant, on est bien d'accord sur une chose, c'est qu'il doit se canaliser parce que si c'est un carton jaune par match, on va Ouais. pas le voir très souvent. Mais voilà, le 3-5-2 est réussi. Par contre, je trouve qu'au niveau du choix des hommes, notamment pour Petro, c'est discutable. Après, mon conduit Bouchouari, ça pourra tourner aussi avec l'Aubry qui va revenir. Voilà, et même pour les pistons, il y a Palencia qui va revenir dans l'histoire. Mais voilà, dans l'idée, dans l'animation, pourquoi pas. Et je pense que, notamment sur l'aspect offensif, c'est ce qui nous valorisera le plus. Alors justement, tu parles des pistons et de Palencia qui pourrait revenir dans le 11. Satisfait, Sylvain, de la prestation de Pintor sur le côté gauche? Bah, disons que on peut pas dire on peut pas dire qu'elle a été mauvaise, mais on peut pas non plus dire qu'elle a été bonne. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de déchets quand même. Après, c'est un garçon généreux, c'est un garçon qui a pas joué depuis un an. Il faut le prendre en compte aussi. C'est un C'est vrai. garçon qui revient des croisés, c'est difficile, qui a pas joué depuis un an. Il joue dans un rôle de piston qui est peut-être un peu plus défensif que ce qu'il a l'habitude de faire. Donc à partir de là, moi je trouve que faut lui laisser du temps. C'est un garçon qui va se remplir encore physiquement et ça se voit en fait qu'il n'est pas encore prêt. Par contre, il y a une certaine générosité, il y a de l'allant. Il est discutable sur les choix qu'il fait, les choix de jeu qu'il fait. Notamment sur le deuxième but, il fait le choix de frapper, elle est contrée, elle revient sur Masson par un miracle et il marque. Mais je pense qu'il y avait nettement mieux à faire, notamment sur cette situation-là, et c'est pas la seule durant le match. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui le comparait à Kevin Monet-Paquet. Et c'est vrai qu'il y a certaines similitudes. C'est vrai. Eric, toi, de ton côté, ce passage en 3-5-2? Enfin, Du coup, ou en 3-4-3, ce 3-5-2 hybride, voilà. voilà, gardons ce terme-là.
C'est pour ça que j'ai laissé Sylvain parler en premier parce que j'avais fait exactement la même note dans mon brouillon. Pour moi, c'est pareil, c'est un 3-4-3. Donc, bah ouais, c'est super intéressant. Les trois de devant, Chambaud, Crasso et Wadji, ils se régalent entre eux. Pour les joueurs qu'on avait, c'était difficile de faire mieux. Euh, en sachant que bah, sur le banc, là, on avait Lobry qui était pas au top, qui revenait de sa blessure, donc qui pouvait pas être titulaire. Cafaro que j'arriverais pas trop à placer. Pour moi, il prendra la place quand ça tournera, il prendra la place de Crasso ou de Chambaud en numéro 10 parce que sur un côté en piston, c'est pas possible. Mais ça j'en étais convaincu dès son arrivée. Après, ouais, au niveau des pistons, ça a tourné entre Pintor, Masson et Palencia, pardon. Et Gabriel Silva a disparu? Bon, oui. Pourquoi on le remet? Ouais, mais il fera des piges, on le sait. Ouais. On le sait, il fera des... Ouais. Moi, je pense qu'il fera des piges. Il sera là à certains moments. C'est loin d'être un joueur fiable, on le sait, mais à certains moments, il nous dépannera et il fera des minutes de jeu cette saison. Pas non plus quelque chose d'incroyable, mais il fera des minutes de jeu. Il va rester dans le groupe, il va pas être en mode à la réserve dans un loft, quoi. Non. Oui, c'est ça, il sera dans le groupe. Par contre, j'ai un gros doute sur le fait que si on a une flopée de suspendus et de blessés, ouais, il fera des minutes. Mais sinon, dans la défense à 3, bah, on a déjà suffisamment de monde. Au poste de piston, je l'y vois pas du tout et je pense que Batless ne le voit pas du tout non plus à ce poste-là. Honnêtement, ouais, il sera juste pour combler le banc, je pense. Mais, Alors, par contre, tu dis s'il y a pas trop de blessures et d'expulsions, t'inquiète. T'inquiète. Ouais. On est parti sur des bases où il y aura une ou deux expulsions cette saison. Ouais, bon, non, j'espère qu'on a fait notre lot d'expulsions pour la saison. On a fait notre quota. Non, ouais, c'est hier sur les joueurs qu'on avait, c'était la meilleure compo possible, je pense. Et moi, la seule chose qui m'interroge, c'est oui, voilà, quand il y aura devant, notamment quand il y aura des absents, des suspendus, des blessés, comment on va faire, notamment Crasso, sans Crasso, comment est-ce qu'on va jouer, sans Chambaud, comment est-ce qu'on va jouer, que c'est quand même, enfin voilà, c'est 2 10 et c'est 2 excellents 10, enfin même si Crasso joue un tout petit peu plus haut que Chambaud, mais ouais, la question se posera quand ils seront absents. Là, tant qu'ils sont là, faut en profiter. Ouais, c'est une régalade de les voir jouer. Alors, on a évoqué quelques fois Crasso et encore assez peu Wadji. Évidemment, vous vous doutez qu'on va en parler un peu plus en détail. Mais avant ça, Karl, dans le chat sur le système et sur la question des latéraux qu'on a un petit peu développé. Ouais, concernant le système, il y a KE42 qui nous dit les défenseurs actuels permettent la défense à 3, mais que fait-on par exemple sans Giraudon contre Grenoble, Briançon au centre, et c'est peut-être là que Bakayoko reviendra. Albert qui nous dit le passage en 3-5-2 est prometteur, mais les pistons sont encore améliorés et Léo Petro est pour l'instant une faiblesse. Boubou, et c'est pas le seul, sont très. Non, pas beaucoup aimé Pintor. Par contre, Pintor en piston, faut pas du tout. Il y a Kae qui nous dit niveau piston, on est trop light. Le volte-face de Lefort nous a mis dans la mouise. Pourquoi pas faire un joker à ce poste-là. Masson est revenu à un niveau intéressant, mais on n'a pas de deuxième choix. Palencia est trop faible et Pintor est un choix par défaut. Et enfin, par contre, Palencia, ça fait un peu plus débattre. Le cartographe qui nous dit Palencia c'est quand même mieux que Pintor dans le rôle de piston. Leïla qui nous dit Masson a fait un match très correct en piston. Baptiste qui nous dit Petro c'est sa première titularisation, il faut lui laisser un peu de temps quand même. Et enfin je rappelle juste que Palencia sera pas là samedi contre Guingamp, et donc peut-être il y en a qui posent la question pourquoi pas le retour de Silva à gauche et Masson à droite pour le prochain match. Ils posent la question. Voilà. Très bien. Eh bien, tant qu'on est dans les points positifs, parce qu'il y en a plus que des points négatifs, pour une fois, profitons-en. On va parler de ce duo d'attaquants, de ce trio même potentiellement d'attaquants avec Chambaud en soutien et en organisateur. Crasso, Wadji, Chambaud, est-ce que pour vous c'est le trident qui se dessine comme titulaire? On a suffisamment de certitude déjà? Ah bah,
On a quand même une Je certaine m'enflamme un peu. certitude, en tout cas en termes de complémentarité, on a des certitudes. Après, je pense qu'on est loin d'avoir les automatismes et qu'on peut espérer encore voir des choses encore plus intéressantes. En tout cas, la relation Crasso-Wadji, on voit que les garçons, ils se complètent super bien. Le nombre de fois où Crasso a décroché, s'est retourné pour aller chercher en profondeur Wadji, c'était intéressant, hein. C'est des choses qu'on va voir. C'est vraiment des choses qu'on va voir. Et sincèrement, Wadji, c'est un joueur qui nous a manqué depuis 4 ans à un point qu'on n'imagine même pas. Franchement, c'est, en termes de profil, il est pas parfait, hein. Franchement, il a des. Et je pense que techniquement, il va avoir certaines limites. Il manque de justesse dans les choix aussi qu'il fait quelquefois. Mais les jambes qu'il a, waouh, comme il va vite et comme il a faim en plus, ah ouais, c'est quelque chose. Franchement, j'ai hâte de le revoir en fait. T'avais été aussi convaincu par son entrée, parce que là il a été titularisé pour la première fois, mais il était entré en fin de match dans le match précédent contre. C'était contre. Oh, Pau, c'est ça, merci. bah écoute, contre Pau, il est rentré, il a obtenu un penalty tout seul et il nous a permis de ramener un point. Donc à partir de là, je sais pas ce qu'on pouvait lui demander C'est de vrai. bien mieux que de par son entrée, quoi. Eric, sur cette ligne d'attaque. Ah, On a perdu Eric. oui, non, c'est bon. Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Tu Petit disais sur AVC. cette ligne. Non, je disais sur cette ligne d'attaque, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à développer? Non, non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Sylvain. En termes de complémentarité, je pense que c'est difficile de faire mieux. Euh, Après, enfin, voilà, c'est des joueurs qui sont intelligents, qui vont apprendre très très vite à jouer ensemble. C'est des joueurs qui ont faim. Crasso, quand il y a un dégagement, quand on lui fait une passe, c'est quand même assez rare qu'il perde un ballon. Wadji, peu importe où on envoie la balle, il va courir comme un cinglé pour aller la chercher. Euh, Chambaud, bah, il se régale à distribuer des ballons. Non, en termes de complémentarité, c'est vraiment bien. Et comme le disait Sylvain, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant comme ça qui prenait la profondeur autant et avec autant d'envie. Et franchement, ça fait du bien de voir ça. Et on en est qu'au début, hein. Mais ouais, ouais, ça va être, c'est très prometteur pour l'instant. Alors pour essayer de mettre un Puis bémol, au-delà de ça, pardon, juste désolé, au-delà de vas-y. ça, c'est moi, je te coupe la parole, excuse-moi. Au-delà de ça, t'as quand même un garçon qui est capable de marquer 15 buts cette saison avec Wadji. Et excepté Crasso, dans le 11 de départ, je voyais pas qui était capable de marquer 15 buts cette saison. Parce que Chambos a beaucoup de qualité, mais il doit encore beaucoup progresser en termes de statistiques de buts, je pense, parce qu'il marque pas assez à mon goût. Alors juste pour mettre un petit bémol, je vois Albert Pilia dans le chat qui nous dit: je pense que Crasso joue trop bas, il est plus efficace plus haut. Si je traduis, est-ce que il y aurait pas un risque, par exemple, que en ayant Wadji qui joue plus haut que Crasso, ça bride un peu Crasso et les qualités de finition qu'on lui a vues en ce début de saison? Pas du tout Euh, à mon sens. hum, euh, Alors, certes, il aura moins d'occasions qu'on a pu le voir depuis le début de saison parce que c'était le seul joueur devant, mais c'est pas pour rien, c'est pour donner un ballon, enfin, c'est pour donner des ballons à Wadji. Faut aussi prendre en compte là où le joueur se sent bien parce que Crasso était efficace en neuf, ça c'est une réalité, enfin, il a quand même mis un quadruplé. C'est loin d'être ridicule. Mais après, on sait que dans son profil, il redescend. De toute manière, il est comme ça. Euh, il aura des occasions, il mettra des buts, ça c'est certain. Mais je pense que c'est une meilleure idée malgré tout de le faire reculer et d'avoir un vrai neuf devant, plutôt que de laisser Crasso seul en pointe et de peut-être se retirer une solution pour construire le jeu plus bas, parce que Crasso est vraiment très très fort dans la construction du jeu. Ouais. Donc non, non, je pense que c'est vraiment une vraie solution. Ça dépendra de l'adversaire qu'on aura en face aussi. Ça dépendra de plein de paramètres. Mais pour l'instant, c'est un trio même à développer le plus possible.
Karl, dans le chat, qu'est-ce qui ressort sur cette ligne d'attaque? J'imagine beaucoup de compliments. Oui. Il y a Godoris qui nous dit, et on parle beaucoup de Wadji dans le chat, Godoris qui nous dit donc Wadji est mort de faim et vaillant. Magic Power qui nous dit Wadji, bordel, depuis le temps qu'on réclame un neuf qui apporte de la profondeur, bien que ça soit pas du Brésil. Le cartographe qui nous dit les trois, donc Chambaud, Wadji, Crasso doivent être titulaires. Et le cartographe qui nous dit Wadji n'est pas forcément parfait de la tête. J'ai vu Leïla qui nous dit Wadji a un sens du jeu incroyable qui compense son souci de conduite de balle dont on avait parlé la semaine dernière, il me semble. Et bonne connexion avec Crasso, c'est un beau duo. Chris qui nous dit Wadji, ça nous change des joueurs qui arrivent blessés ou à court de compétition. Et donc oui, donc Albert, tu as repris Albert. Et il y a Cake 42 qui nous dit Wadji et Crasso se cherchent sans cesse. Crasso veut montrer à Batles qu'il aime bien jouer à deux. C'est vrai. Et enfin El Cato qui nous dit Crasso techniquement il m'impressionne par rapport à l'année dernière. Et enfin oui, parce que je termine avec ça, par contre jouer avec ces deux-là, on pourra pas le faire sur une saison complète, on n'a aucune solution de remplacement valable, et c'est peut-être là le point noir de cette fin de mercato. Alors effectivement, le cartographe il dit ils doivent être titus. Je crois que on est assez nombreux à être d'accord avec ça, mais effectivement vous êtes plusieurs à souligner. Romain aussi le disait. Le problème c'est que on n'a pas vraiment de profil similaire sur le banc pour les remplacer. Si jamais l'un des deux venait à se péter ou à être expulsé ou à être fatigué, peu importe, et qu'on pouvait pas avoir cette ligne d'attaque, selon vous, est-ce que ça remettrait en cause l'animation de l'attaque stéphanoise, ou est-ce qu'on pourrait quand même essayer du poste pour poste et de avec je sais pas Billet ou avec relancer Charlaby? Non, me tapez pas s'il vous plaît. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain? Toi tu ferais quoi en admettant qu'un des deux ou qu'un des trois ne soit pas dispo? Mais ils seront dispo? Pourquoi tu veux qu'ils soient pas dispo? Je sais pas, un mariage, une bar mitzvah, arrête, tu vas nous porter l'œil, arrête, c'est tout en fait. Pourquoi tu veux qu'ils soient pas dispo? Ça y est, on a trouvé un super attaquant. La dernière fois qu'il est arrivé ça, il s'est fait les croiser 2 mois après. On n'a jamais pu en voir la couleur réelle. Arrête! C'est vrai. Ça t'a pas suffi, Beric? Ouais, mais bon, le problème c'est qu'on n'avait pas de plan B à l'époque. Là, ce serait bien qu'on y réfléchisse en avoir un. Non, plus sérieusement, il va y avoir des matchs en termes de blessures ou bien de suspension. Forcément, ils vont pas faire les 38 matchs. Ce serait naïf de croire le contraire. Maintenant, Charlaby, il faut faire une croix dessus. Je vous le dis d'office. À mon avis, il portera jamais le maillot de la S Saint-Etienne cette saison. Et Manaiki, Billet, que j'ai oublié aussi. ouais, Aiki, c'est plus un profil d'ailier, mais Bah bon, ouais. il sera utilisé comme tel. Je pense qu'il sera utilisé dans les deux de devant s'il vient à jouer parce que il est pas encore assez rempli pour jouer piston. Ou alors dans un match où on pousse et il faut jouer tout pour l'offensif. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas énormément de solutions. Peut-être que Pintor jouera dans ce rôle de devant aussi. Il n'est pas à exclure qu'il puisse jouer. Après, honnêtement, à la réserve, il y a Billet, mais Billet, il doit encore progresser. T'as Ah, il a 16 ans. Otman, il doit aussi progresser. Ils ont très peu de matchs en réserve. Voilà, c'est des garçons qui sont encore quand même loin du niveau attendu. Mais après, en 6 mois, les choses peuvent évoluer. Et pourquoi pas espérer quelque chose. Je vois pas mal de Léry passer dans le chat. Léry, on le reverra pas tout de suite, messieurs, dames. Il va être blessé pour un petit moment. Ok, ça c'est bon à savoir. Eric, toi, ouais, t'as quelque chose à rajouter sur cette ligne d'attaque? Non, bah c'est ce que je disais justement tout à l'heure. Ouais. Les trois de devant sont super intéressants, mais la question va se poser quand il y aura un absent. Et ouais. Tu disais faire du poste pour poste. Alors oui, on peut faire du poste pour poste, mais on peut pas faire du profil pour Et profil. non. Exact. Un profil à la Crasso, bah on en a qu'un. Un profil à la Chambost, on a Chambaud, pardon. On a Gauthier derrière qui est encore un peu différent de Chambaud. Donc on a d'autres profils. Ce sera à Batles de trouver d'autres animations du coup. Euh, Ouais, Pintor, j'avais bien aimé son match à Valenciennes en attaque avec Crasso. Il était intéressant aussi, justement, pour prendre la profondeur. Ouais, il y a des questions qui vont se poser quand il y aura des absents. Mais on n'y est pas encore, heureusement. Et ouais, surtout,
Je pense que ce sera aussi aux joueurs de se faire violence et de réussir à dépasser aussi un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. À l'image de Crasso en début de saison qui voilà, a su jouer neuf comme lui demandait Batless. Certains joueurs vont devoir sortir de leur registre et proposer autre chose si jamais on venait à leur donner leur chance dans le 11. Alors, pour terminer ce débrief de Saint-Étienne-Bordeaux, on va rester sur la ligne d'attaque. Et cette saison, dans le Saint-Étienne Club, les chroniqueurs se sont attribués justement des petites chroniques. Et on va commencer donc avec la palette à Sylvain. Et on va parler de Wadji, mais la palette à Sylvain qui sera faite par Sylvain et Eric au final. Jingle. La palette à Sylvain. La palette à Sylvain. Alors, messieurs, c'est à vous la parole. J'ai la souris sur les images. Vous pouvez vous lancer quand vous voulez. Alors, donc, ouais, la palette, on va discuter un peu de ce duo qui est Crasso et Wadji, mais surtout particulièrement de l'apport de Wadji de l'attaque Stéphanos. Donc, qu'est-ce qui a changé avec la présence de Wadji? Tout d'abord, c'est un garçon. Beaucoup d'entre vous voient le jeu avec ballon, c'est normal. On va d'abord se concentrer sur le jeu sans ballon. Donc là, sur la première situation qu'on peut voir rapidement, on voit qu'il appelle le ballon dans la profondeur sur l'axe droit et qui va libérer totalement l'espace pour la personne à l'opposé. Donc il va attirer son défenseur. Et c'est Crasso qui va tenter de faire la passe, mais qui va malheureusement rater sa réalisation technique. C'est dommage parce que c'était très bien joué et là on se rend compte qu'il a vraiment le rôle de numéro 9 buteur puisqu'en fait il libère tout l'espace et permet aux autres de briller. Sur la deuxième image qu'on a gardée par rapport à ça, donc si tu peux switcher, voilà. C'est fait. Donc il est donc entre les deux défenseurs, comme vous pouvez le voir, le ballon est à Masson, donc sur la ligne de touche. Et il y a deux options. Masson va avoir la première option de jouer long en direction de Wadji, pardon, qui demande de la profondeur. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans ce travail, c'est qu'en fait, l'appel de Wadji fait reculer les deux centraux bordelais. Et juste derrière Wadji, vous pouvez le voir, il y a Crasso qui est entre l'interligne et qui se retrouve dans une situation où il est également trouvable et il est également en possibilité de se mettre face au jeu. Et en fait, là où je voulais vraiment en venir par rapport à son jeu sans ballon, c'est que l'apport de Wadji va se situer dans la profondeur de son jeu et ça va permettre d'étirer les lignes. Étirer les lignes, ça veut dire qu'il va y avoir davantage d'espace entre la ligne de défense adverse et la ligne du milieu de terrain. Et par ce biais-là, ça va libérer des espaces, soit pour Crasso, comme on peut le voir dans la situation là, ou bien pour Chambost. Parce que les deux jouent dans ce rôle un peu de 9,5 qui tourne autour de Wadji. Et en fait, c'est là où vraiment c'est intéressant d'avoir Wadji. Parce que dans une situation contraire, les défenseurs pourraient sortir sur Crasso et l'empêcher de se retourner. Or là, ils sont gênés par la présence de Wadji qui potentiellement, ils savent qu'il va très vite, donc il fait peur, donc il les fait reculer et il crée de l'espace entre les lignes. Et à ce moment-là, ça devient extrêmement intéressant parce que ça permet de bonifier le jeu de Crasso et ça permet de bonifier le jeu de Chambost. Donc voilà, ça c'est la première chose dans le jeu sans ballon de Wadji, les intérêts et l'apport qu'il a par rapport au jeu stéphanois. Et Après, il y a la deuxième partie que mon très cher collègue va Et expliquer. effectivement, ça profite très bien à Crasso et Chambaud. C'était assez clair sur ces images. Alors la deuxième partie, c'est l'apport que peut avoir Wadji dans les situations chaudes, c'est-à-dire dans les moments où il sera pas possible de sortir le ballon proprement. Il y en aura forcément à un moment dans un match quand le pressing se fera plus intense. Alors c'est un apport qu'il a qui est très complémentaire avec celui de Crasso. C'est-à-dire que sur beaucoup de situations, alors en l'occurrence ce sera pas sur cette situation-là, mais là c'est une situation où à ce moment-là il y a un dégagement. Wadji fait une feinte de corps et après il prend la profondeur. En prenant la profondeur comme ça, on voit que tout le bloc l'accompagne. Donc il permet, comme le disait Sylvain tout à l'heure, d'étirer le bloc, et en même temps il permet de soulager la défense, parce que c'est des ballons qu'avant l'arrivée de Wadji, aucun joueur ne réussissait à prendre ça. À chaque fois, seul Crasso réussissait à prendre les ballons sur le dégagement,
Et là, il permet justement d'avoir une importance capitale. Et sur cette action-là, du coup, on le voit prendre la profondeur, avancer. Et j'attends que l'image arrive. On le voit prendre la profondeur, avancer. Et en fait, il va s'écarter, il va se désaxer lui-même. Et il va permettre à tout le bloc de remonter, et lui il va garder le ballon quelques temps. C'est quelque chose qui peut être très important, non seulement pour des contre-attaques, ça peut être quelque chose qui peut être très important aussi quand il y a un pressing qui est très lourd pour maintenir un score, notamment en fin de match. Et c'est quelque chose qui est très complémentaire à Crasso, parce que Crasso lui est très fort pour récupérer les premiers ballons, et Wadji est très fort pour se positionner, pour récupérer la passe de Crasso derrière. Du coup, sur la deuxième image... Je bon. suis déjà passé dessus, pardon. Ok, pardon. Et voilà, c'est bon. J'ai fini pour cette situation-là. Et donc, troisième partie, donc là, on a parlé du jeu sans ballon. Après, on a parlé de l'apport qu'il peut avoir pour faire reculer la défense sur des situations chaudes de dégagement. Et la troisième situation, ça va être sur la présence dans la surface et devant le but. Donc là, on est sur une situation de centre dans lequel il est trouvé dans la surface et rapidement, il arrive à se mettre en position de frappe et à déclencher un tir. C'est des situations qui prouvent qu'il a quand même un certain sens du but et des qualités de numéro 9 de buteur pur. Voilà. Notamment, et c'est encore mieux illustré sur la situation du but que nous allons voir ensuite, c'est un garçon qui se situe à l'endroit où il doit être. Si tu peux tourner la diapo, c'est un garçon qui se situe, voilà. Il est là où il doit être, où un numéro 9 doit être. Il est là pour venir la pousser dans le but vide. Et malheureusement, pendant de nombreuses années, on a joué avec un Kazri qui n'avait pas ce sens du but-là. Il avait d'autres qualités. Attention, c'est pas ce que je suis en train de remettre en cause, mais il avait probablement pas ces qualités-là. Il sent les coups, il met de la présence devant le but. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment un joueur qui nous a manqué depuis de trop nombreuses années et de trop nombreuses saisons. Voilà les trois éléments qu'on voulait mettre en avant par rapport à l'apport de Wadji. C'est 1, le jeu sans ballon, 2, la capacité à faire remonter le bloc sur des dégagements en situation chaude, et 3, le sens du but et la présence devant le but, caractéristique de buteur. Voilà les 3 trucs. Alors effectivement, très intéressant, franchement, et c'est agréable de pouvoir parler tactique et pas d'être obligé de parler que de dépression. Dans le chat, ça réagit un petit peu à cette palette proposée et au rôle de Wadji. Oui, alors ça réagit surtout sur la forme qui a beaucoup plu et sur le fond aussi. Aro qui nous dit on peut en planter 3-4 de plus en étant lucide. Il y a Skilias qui nous dit est-ce qu'on est sur Canal ou quoi? C'est incroyable. Elkato qui nous dit excellent. Jérémy qui nous dit c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec Canal. Céline qui nous dit super la rubrique. Tommy qui nous dit c'est Sylvain et Eric Doucet. Magic Power qui nous dit Dominique Armand jaloux de cette analyse de palette. Et attends, et il parle un peu du fond de la chronique ou... alors attends. Il y a Richard qui nous dit ce but me rappelle celui de Van Volswinkel dans le derby, au bon endroit pour la pousser au fond. Le cartographe nous dit attends, le but de qui? Mais je sais pas comment on le prononce moi, merci. Ricky Van Volswinkel. Oui. Van Volswinkel, ok. Le cartographe nous dit ça fait plaisir de voir le retour du football à Saint-Étienne. Oui, non, mais merci, mais j'ai bien lu, mais c'est plus facile de dire Ricky que le nom de famille. Oh. Et il y a Romain qui vous félicite, le boss, donc bravo patron, vous avez le bravo du patron. Eh ben parfait, mais effectivement c'est intéressant, notamment moi j'ai bien aimé la comparaison avec Kazri. C'est vrai que ces dernières années on a joué sans vrai numéro 9 et ça fait du bien d'en retrouver un, parce qu'un numéro 9 c'est pas là uniquement pour faire du score, c'est aussi là pour aider le jeu de l'équipe, et le jeu sans ballon a été trop souvent... c'est quoi le terme ? Négligé, merci. À Saint-Étienne ces dernières années. Il est 21h50, il nous reste 10 minutes à passer ensemble. Je vous propose qu'on les passe à parler du prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match.
Alors le prochain match, ce sera donc le samedi prochain à 15h, ce sera au stade de la Route du Roudourou à Guingamp. Est-ce que vous pensez qu'on est capable d'aller chercher une victoire à l'extérieur contre un de ceux qui sont considérés comme les gros de ce championnat? Je t'en prie, Eric. Moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher une victoire comme on est capable de prendre une défaite. C'est de la Ligue 2 et contrairement à la Ligue 1 où il y a quand même des équipes au-dessus et des équipes un peu en dessous, en Ligue 2, hormis 4-5 équipes, le reste des équipes peut se taper les uns les autres. Et la preuve, on était 19ème et on va chercher 2-0, enfin cette victoire 2-0 contre Bordeaux, alors qu'on a pris 6-0 contre Le Havre il y a quelques semaines. Il n'y a pas de... on en est capable, c'est possible. Est-ce que ça va arriver? Ça dépend de trop de paramètres. Ouais. En Ligue 2, il y a quand même 7 ou 8 équipes qui sont potentiellement capables d'aller chercher la montée. Donc ces équipes-là, elles vont jouer de malchance, elles vont jouer de méforme, elles vont jouer d'absence. Mais le fait est que sur le papier, ce sont des équipes qui sont capables d'aller chercher la montée. Donc, comme le disait Batles, ce sera que des matchs de Coupe de France toute la saison, tout le temps. Donc oui, on est capable d'aller chercher quelque chose, mais attention, il faut vraiment pas prendre le moindre match à la légère. Ouais, alors justement, Sylvain, t'en penses quoi parce que après Bastia, on a eu une petite enflammade qui a vite été douchée par le match contre Pau, même si le match était intéressant, mais bon, ça a remis les pieds sur terre. Pour toi, il y a un risque d'enflammade ou tu penses qu'il y a suffisamment d'expérience et d'humilité dans le staff de Batles? Écoute, après, la dernière fois que je suis venu au SNC, c'était pour la défaite 6-0 contre Le Havre. La question qui avait été posée, c'est est-ce que les Verts ne joueront-ils que le maintien cette saison? Je pense qu'à ce moment-là, il y en a certains qui étaient capables de dire que l'AS Saint-Étienne allait jouer que le maintien cette saison. Oui. Aujourd'hui, on a 4 matchs plus tard, on a pris 8 points sur 12 possibles en perdant aucun des 4 matchs. C'est un championnat difficile, c'est un championnat sur lequel en fait on va être attendu partout où on va jouer, notamment à l'extérieur. Il y aura une équipe à abattre, c'est l'AS Saint-Étienne, parce que il faut pas se raconter d'histoire. Quand tu vas à Pau, quand tu vas à Quevilly, quand tu vas aller à Bastia, quand tu vas aller à Rodez, je ne sais quoi, c'est le match de l'année pour eux, c'est le plus beau match à jouer. Ils jouent une équipe historique et ça sera dur partout. Ça sera dur partout. Et Guingamp dérogera pas à la règle, d'autant plus que Guingamp, c'est une belle équipe qui, à mon avis, finira dans le top 5 cette saison. Donc, il faut pas s'attendre à un match facile, loin de là. Ça va être compliqué. Et voilà, après, on est capable de gagner, mais on est aussi capable de perdre. Je pense qu'en fait, ça va être régulièrement difficile à pronostiquer cette saison Ouais. parce que tout sera possible, en fait. C'est un championnat assez imprévisible. Il y a de la confiance dans le chat, Karl, ou les gens sont oula, Mais faisons gaffe, ne nous enflammons pas. alors déjà, on note dans le chat que ce soir, Guingamp joue contre Metz et dans ce choc de Ligue 2, on est à la mi-temps et il y a déjà 3-3. Ça marque énormément. Il y a Metz qui est réduit à 9 même maintenant, 2 cartons rouges. Donc la deuxième mi-temps promet d'être aussi animée au niveau des buts. Et sinon, au niveau du chat, il y a Nico Saint-Paul qui veut croire que ça va être le match de la confirmation. Albert Pilia qui nous dit qui voit notre première victoire à l'extérieur arriver. Tommy qui nous dit doublé de Victor Lobry doublé de Victor Lobry plus un but de Briançon. Yaro qui nous dit il faut vite tourner la page de Bordeaux. El Cato qui nous dit ce qui peut nous avantager, c'est que Guingamp joue en ce moment, donc ils auront 2 jours de récupération de moins. Et Nico qui dit on doit confirmer pour démontrer qu'on a enfin commencé notre championnat. Ouais. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est que Palencia sera suspendu, mais c'est-à-dire que s'il y a encore des joueurs qui prennent un carton jaune parmi Mouton, Masson, Pintor, Bouchouari et Bakayoko, eux aussi seront suspendus pour Grenoble, pareil, comme Giraudon, et ça peut jouer aussi sur les choix de Batles dans la composition.
Tout à fait. Et tu parles de composition, parfait. Meilleure transition, il est fort ce Karl. On a beau le chambrer qui aime bien, châtie bien, nous on l'adore, c'est tout. J'ai préparé un petit outil de compo. Est-ce que vous pourriez me donner votre compo idéal pour le match contre Guingamp? Alors pour l'instant, la formation, j'ai mis du 3-5-2, mais on peut changer si vous avez envie de changer. Et j'ai remis la composition telle qu'elle était contre Bordeaux. Est-ce que vous feriez des changements? Et si oui, lesquels? Qui veut Alors, commencer? moi comme je l'ai dit, je réintégrerai Bakayoko derrière pour remettre de la vitesse. Donc à la place de Petro? Ah oui. Et je remettrai Briançon à gauche parce que je trouve que c'est plus complémentaire en fait, les trois. Après, je sais que notre ami Batles va dire que potentiellement on aura déjà Giraudon absent contre Grenoble et si Bakayoko vient à prendre un carton jaune, ça voudrait dire qu'on a à la fois Giraudon et Bakayoko qui seraient absents et ça pourrait le déranger, donc ça pourrait être une des raisons pour lesquelles il le titularisera pas. Ensuite, deuxième chose, je pense qu'on repartira sur la même chose, excepté peut-être que l'Aubry commencera à la place de Bouchoirie. Ouais, tu C'est penses pas à que exclure à mon avis. Bouchoirie peut Parce être un petit peu que puni de sa mauvaise prestation? Enfin, mauvaise, moyenne. puni non, mais qui comprennent qu'il y a Il y a des de la garçons concurrence. qui sont là aussi et qui voilà. Après, moi je veux pas être trop dur avec Bouchoirie. Ces deux derniers matchs, ils sont pas dégueulasses non plus. Oui, C'est oui, oui. simplement qu'il avait mis la barre très très haut sur ses deux premières prestations, notamment la deuxième. Il fera pas des masterclass tous les week-ends. Il faut dire ce qu'il en est. Ça reste un jeune joueur aussi, il a Euh, 20 ans, hein, Bouchoirie, ne Ça l'oublions reste pas. un Hein. jeune joueur qui découvre un autre pays, qui découvre un autre championnat. Voilà. Mais voilà, moi, si je devais partir, je partirais avec ce qui est affiché là. Ok. Eric, est-ce que tu ferais des changements déjà en termes de formation et au niveau des postes? Non, non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que ça dépendra du groupe, hein, mais peut-être un petit questionnement sur Pintor s'il y a Aiki qui est dans le groupe. Ouais. Euh, peut-être qu'il y aura match entre les deux, mais sinon, globalement, non, c'est la compo que je verrai. Gabriel C'est, Silva, non? À la place de Pintor? Sur le banc, ouais, sur le banc. ouais, je suis pas vraiment très fan de Gabriel Oui, non, Silva. non, moi non plus. Ça m'étonnerait que Batles tente le pari. Euh, non, Après là où ça peut faire, Eric, c'est que sur tes deux pistons, Pintor est sous la menace d'une suspension et Masson est sous la menace d'une suspension pour Grenoble. Sachant que si tu perds un des deux, ça voudra dire que si tu perds les deux, il te restera que Palencia hein, pour Grenoble. Donc ça peut euh, rentrer en ligne de mire dans la réflexion de Batles aussi, ça. c'est pour ça que je disais qu'il y avait match avec Pintor et Aiki. Ça m'étonnerait pas qu'ils remettent Eman Aiki en piston gauche et Masson à droite. Alors, Euh, alors après, Aiki, il était avec les 19 ce week-end. Autant Gauthier a été excellent, mais Aiki a été un peu en dedans. Je pense pas qu'il ait marqué des points. D'autant que Batles était au stade pour les 19 ce week-end. Bon, après, ça va pas forcément, ça peut ne pas lui être préjudiciable, mais je pense que ça se voyait que ça faisait plusieurs matchs qu'il jouait une demi-heure, 20 minutes, et il a manqué un peu de gaz, j'ai trouvé. Il a besoin de se re-remplir, je pense. un, Et je serais pas étonné qu'il aille jouer en réserve ce week-end sur un match d'adulte entièrement et qu'il soit pas dans le groupe. Ça, je serais pas étonné. ouais, tu crois? Après, Je sais ouais, pas, hein, je pense. dans tous les cas, bon, avec Aiki, Pintor, Masson et Palencia, on a 4 pistons, Ouais. donc on risquerait pas trop d'être à court. Euh, mais après, voilà, ouais, on a des possibilités. Sinon, sur le reste, sur tous les autres postes, enfin, on n'a rien à changer. Le milieu de terrain, c'est le meilleur possible pour Ouais. moi. Euh, on peut peut-être se poser la question de faire rentrer Cafaro quelque part à un moment. Soit Bah, dans la il a compo. joué piston hein, aussi, on pourrait l'envisager. Ouais, mais oui, mais je suis vraiment pas fan de Cafaro en piston. Disons, c'est pas sa place, quoi. Il peut dépanner, mais c'est pas sa place. C'est ça, ouais. Donc à la limite, oui, pourquoi pas, ouais. Piston gauche, c'est possible. C'est possible qu'on le voit aussi. Mais non, en termes de composition, je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux.
Allez, il est 22h, messieurs. Très rapidement, je vais vous demander à vous et dans le chat aussi, mettez vos pronos pour le match contre Guingamp. Mon cher Sylvain, dis-moi ton prono. Un partout. Un partout, but 2. But de Chambos, parce que j'ai dit qu'il marquait pas souvent, donc il va marquer. Ok. Eric, un petit prono? Moi, je verrais une victoire 1-0 pour nous, avec un but de Briançon sur coup de pied arrêté. Ok. Pourquoi pas, très bien. Karl, ton prono et ceux du chat, qu'est-ce que ça donne? Ouais, mon prono, ça sera une petite victoire de 1, pardon, avec un but de Briançon aussi et un but de Crasso. Et dans le chat, il y a des 1-1 pour Nico, 2-2 pour Boubou. Tommy, jamais dans l'excès, qui nous dit victoire 3-0 de Saint-Étienne. Romain qui nous dit victoire 2-1 pour Saint-Étienne. Les buteurs, Lobry, Wadji pour Nico et Kaé. Jérémy, pessimiste, qui nous dit 3-1 pour le Guingamp. Céline, 1-1, but de Wadji. Romain qui nous dit victoire 2-1, mais avec un doublé de Wadji. Hervé qui nous dit 0-2, propre et sans bavure. Donc voilà, c'est un peu... Piazza qui dit un petit 2-1 pour Saint-Étienne aussi. Pas mal d'optimisme, à part voilà. Jérém, pas mal d'optimisme. Eh bien, très bien. Écoutez, on va s'arrêter là du coup pour cette émission. Avant de se quitter quand même, vu qu'on est sur Twitch, petite dédicace à Chap, qui est streamer que vous connaissez peut-être, qui est supporter stéphanois également, et qui participait aux Z-Event ce week-end et qui a participé avec les collègues streamers à lever plus de 10 millions d'euros pour des assos qui œuvrent contre le dérèglement climatique. Donc bravo à lui et bravo à tous les streamers et streameuses du Z-Event. Merci à vous qui avez été là en tant que spectateurs dans le chat en direct. Merci à vous qui nous avez écoutés en replay. Bien sûr, merci à Karl, à Eric et à Sylvain de nous avoir accompagnés. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour débriefer le match contre Guingamp. Salut tout le monde! Salut. Et allez, Allez, les Verts, Les Verts. bien sûr.